Le prototype, page 86. Il fit un signe de la main, sommant Alfredo, son second, de venir à ses côtés. Le superjet pointait son nez vers le bas, stable pourtant. Nous devons naviguer à l'estime, dit Grasstown. Les deux pirates tenaient les commandes qui étaient devenues subitement plus lourdes. Poussés sur les générateurs, nous devons utiliser l'avionique électrique pour alléger les gouvernes. Sinon, cet appareil s'écrasera comme une poutre de bois au sol. Alfredo Cinnabar activa des switches et vérifia quelque chose relative à l'énergie électrique. Il eut quelques propos en bégayant. La peur se lisait sur les traits de son visage crispé. « Commandant, nous devons couper l'alimentation électrique du reste de l'équipage. En un mot, ne laisser que l'activation du générateur de la cellule cabine et poste de pilotage afin d'économiser l'énergie électrique de l'appareil. »« Ok, Alfredo, fais vite. J'entrevois la piste de l'Ariun. » Non, les deux pilotes ne rêvaient pas. Un mince trait illuminé et à peine discernable se dessinait à l'horizon. Une voix retentit. « Vol d'essai Air Canada, vol Hôtel Zulu Sierra Alpha 23. Que se passe-t-il donc ?»« À bord, répondez, vol numéro 0119. Je suis Joe Grasstown. J'ai pris les commandes de cet appareil de type SST de 1777 Air Canada, Hôtel Zulu Sierra Alpha 23. Nous n'avons plus une goutte de fuel. Je demande l'autorisation de procédure d'urgence d'atterrissage forcé. Je dis bien alerte SOS, procédure de crash ventral, atterrissage forcé. Bien compris, Grasstown, nous allons vous guider. Suivez nos consignes. Le SST de 1777 se trouvait à 10 000 pieds et ne cessait de descendre à près de 1700 pieds à la minute. Grasstown chercha le cap 030 en donnant le dos à la piste et en la laissant à 6 heures. Il s'éloigna le plus possible, en espérant calculer une approche directe dès que possible. Il compta 0,30 plus 180 degrés du demi-cercle. Cela faisait bien un cap de 210 degrés. Il estima 230 degrés et inclina son avion vers la droite. Il n'était plus pour l'instant qu'à 5000 pieds. Jeta un coup d'œil furtif vers le GPS et localisa le tracé des instruments Landing System. Il décida de guider son appareil sur le tracé. Déjà, il entamait son virage d'inversion de route. « Sors les volets, Alfredo, dit Joe Grasstown. » Cinnabar poussa sur un bouton et inscrit 10 degrés de volée, ce qui fit un bruit singulier, long et saccadé. L'appareil semblait s'immobiliser un instant sur sa trajectoire de pente. Joe ne cessait de surveiller la vitesse affichée, 220 kias. Ils étaient maintenant à l'altitude de 3000 pieds. L'altimètre de secours fonctionnait à merveille. Joe poussa dessus pour se réassurer de son recalibrage. Cela n'était pas nécessaire puisqu'il savait que Marivaux avait déjà recalibré l'altimètre au passage des 18 000 pieds, mais il voulait s'assurer de son fonctionnement, de l'altitude et de sa fiabilité. Une information écrite lui dévoila l'altitude au sol de l'aéroport et la piste illuminée approchait devant eux doucement. Vol SST 23 Air Canada, vous avez l'autorisation d'atterrir ici la tour de l'Ariun. Vous avez de la chance, le vent est en face de vous. La vitesse chutait, la terre approchait plus vite. Les deux hommes suaient, excités, les yeux exorbités. Ils ne cessaient d'évaluer. « Sors les volets complètement, Alfredo, dit Joe. Je pousse sur l'aérofrein pour l'armée. Je sors maintenant le train d'atterrissage. » Les bruits se poursuivaient, saccadés, mécaniquement cruels. Les roues du train faisaient un boucan énorme. Joe poussa sur le switch du GPWS. Une voix robotique donnait l'altitude réelle toutes les 15 secondes. À 800 pieds AGL, Joe fit l'arrondi. Il leva doucement le nez de l'appareil entre 7 et 8 degrés. L'annonceur s'emballa. 350, 300, 200, 100 pieds. Les passagers, les mains sur leur nuque, le tronc abaissé, attendaient une mort certaine ou un miracle. Puis le SST se plaqua au sol à environ 160 kias. Ses spoilers se déployèrent instantanément. Joe Grasstown hurla « Maintiens, Alfredo, maintiens la trajectoire !» Une force prodigieuse soudait les passagers sur leurs sièges. Le jet, visiblement sans moteur, freinait cependant. Joe Grasstown se battait pour maintenir la direction. Ses pieds tremblaient sur le palonnier. Les gestes des pilotes étaient en phase. Leurs pieds ne formaient plus qu'une seule trajectoire. 210 à 100 kias, la moindre erreur de maintien jetterait le SST en ground loop qui transformerait l'appareil en charpie sur la piste et les décors avoisinants. « Freine doucement, Alfredo, expliqua Joe. Ils poussaient doucement sur leurs pieds en avant afin de ne point heurter ce monstre d'acier en colère.
La vitesse chutait à 60 puis 55 kias. Des grincements se faisaient plus stridents. Sans réacteur, le SST était transformé en une machinerie mal huilée. Puis ce fut un soulagement en fin de piste. Le SST avait continué sa route vers des systèmes de freinage de sécurité, tels des crosses d'appontage de porte-avions, mais en éléments de barrière à 40 kias jusqu'en fin de freinage. Il heurta la première, toujours suivie d'une armada de voitures de sapeurs-pompiers. Joe Graston poussa de toutes ses forces sur le frein de pied et releva les volets complètement. L'appareil s'immobilisa majestueusement sous les applaudissements de passagers. Une voiture de police, une Audi de couleur noire, s'arrêta à quelques mètres de l'avion. 4 hommes en tenue spéciale sortirent et, tenant des portables, essayèrent de communiquer avec les mutinés. Une porte du SST s'ouvrit, l'air entra dans l'habitacle chassant des odeurs nauséabondes, de sueur et de tension. Les passagers respiraient mieux, exacerbés par cette attente qui jouait avec leurs nerfs. Le squall se tint derrière la porte à demi ouverte, des engins apportaient nourriture et boissons, le catering escorté par des motos. Un homme en complet s'adressa aux pirates de l'air. « Curtiez, laissez tomber ces stupides aventures. Vous n'avez aucune chance face aux compagnies à la sécurité aérienne internationale. « Allez vous faire foutre !» cria Curtiez. Ses yeux qui semblaient parler dévoilaient une fatigue intense. « Je veux le plein de carburant et repartir sans ennui, ou bien le SST volera en éclats dans moins d'une demi-heure. Des bombes à bord sont déjà activées et la minuterie sont sous mon contrôle. Terminé !» Il referma la porte. Eleonora se déplaça dans le jet et donna l'ordre de fermer tous les hublots. Elle tenait son inséparable pistolet mitrailleur au poing, en bandoulière. Ses yeux inlassables ne cessaient de surveiller les passagers de long en large. Zorino Curtiez ordonna au pilote de faire redémarrer les moteurs. Surveillant les jauges de carburant, Joe Graston fit un signe de pouce relevé. Cela signifia que le plein était mis en jet fuel. Zorino tapa des mains et lança un sandwich à Eleonora. Elle le happa en vol de sa main libre. Elle engouffra en de rapides coups de mâchoire, puis s'assit sur un siège d'hôtesse et attendit. Curtiez entra dans le cockpit, le poste de pilotage. Il s'assit derrière les pilotes qui entamaient la checklist de décollage. L'énorme monstre d'acier se mit à rouler doucement en de puissants soubresauts, lents et saccadés. Il semblait se bomber tel un ballon de basket. « Alfredo, les pneus ont pris trop de choc, la pression n'y est pas. Nous risquons d'avoir des problèmes au décollage, dit Joe Graston, sanglé, le visage excité par cette dangereuse et incroyable aventure. Nous devrions régler cela au sol. Non, tu ne trouves pas ?» expliqua Alfredo en regardant sa montre. Dans la zone aéroportuaire, le SST se mouvait seul vers les pistes d'envol. Toute l'armada était clouée sur place, véhicules militaires, voitures des pompiers, automobiles des autorités. Ils, les responsables, laissaient évoluer sans problème. De temps à autre, un hélicoptère se posait et attendait. Des brigades d'intervention s'étaient postées aux aguets des pistes. Elles ne voulaient pas commencer à opérer, par crainte de tuer les civils innocents et importants. Le SST avançait à 10 nœuds vers la piste numéro 3. Joe Graston, le commandant pirate, activa un switch de pression des pneus automatiques et une jauge indiqua aussitôt un niveau dans la couleur verte, un nombre qui pointait sur le rouge. « Stop, Joe, trop de pression, dégonfle, dit Alfredo, son second. » Tidjane posa des lunettes de vue sur son visage en sueur. Il déposa machinalement un sandwich à tous les passagers, l'arme au poing, l'air accablé. Le jet s'arrêta devant le chiffre 3 de la piste peint en blanc. Il mit les freins de parking. « Tout est OK, nous devrions tenter de rallier l'intersection School dans moins d'une heure, dit Graston. » Les aventuriers avaient le jeu en main. Ils ne voulaient pas négocier leur reddition. La moindre erreur concernait des vies innocentes et des millions de dollars. À Rome, Salah ben Bouazza suivait les événements sans répit. « Je ne veux pas les clouer au sol, dit-il. » Mordant dans une cigarette et l'allumant rapidement, il tira quelques bouffées, un léger sourire aux lèvres. Essayons de les avoir à la fatigue, à l'usure du temps. C'est peut-être l'unique solution. Je sais, ils ont réussi à neutraliser Gemini, mais nous avons encore du temps pour déjouer leurs actes criminels par une procédure de génie. Les épuisés, colonel, dit Antonio. Oui, absolument. Ils seront plus faciles à maîtriser. J'ai donné ordre de mettre des médicaments dans tous les plats bords. Ils vont tous être épuisés dans 6 heures environ et nous pourrons les cueillir facilement. Salah ben Bouazza se gratta la calvitie. Seuls ses quelques cheveux sur les temporaux et l'arrière de sa tête étaient bien coiffés.
Il se leva, tout en continuant de fumer, les mains dans les poches. Il saisit un téléphone portable, un bebop, et composa un numéro s'adressant à un autre chargé d'affaires. Une escadrille aérienne va se préparer. Les services secrets espagnols, nos alliés, ont dépêché 2 ou 3 Hercule C-130 de leur base des Canaries. Des agents spéciaux sont à bord pour suivre le SST. Bien, je vous remercie. 3 Hercules Lockheed se posaient précisément à l'aéroport de La Ayoun sur une piste 4 au moment où le colonel parlait. Ils étaient là pour coopérer à arrêter les pirates de l'air qui gênaient le flux aérien international et aéroportuaire. Dans le poste de pilotage, Grasstown fit un signe de croix. Ça passe ou ça casse, décollage. Il poussa sur les manettes des réacteurs et vit les jauges de basse pression grimper sur les indicateurs N1 jusqu'à 40% du régime, surveillant aussi N2 et s'assurant du vert. Immobile, le SST trembla de toute sa corpulence. « We go, Joe » dit Alfredo en croisant les doigts de sa main par superstition. Il ôta les freins de parking et poussa doucement et progressivement, attendant que Grasstown pousse aussi sur les manettes. Le SST de 1777 s'élança. Rien ne pouvait plus l'arrêter. Dans l'habitacle qui pesait de plus en plus lourd, Zorino serrait les dents. Le jet semblait s'enfoncer dans la terre sous la poussée fantastique de ses réacteurs. Puis, à rotation, l'horizon devenait un azur bleuté qui s'assombrissait. Le nez du jet à 15 degrés d'altitude, tout était en vol maintenu. La vitesse verticale était positive depuis longtemps. Une sensation de plaquage contre le siège accrue. Ce rapace de métal était une nouvelle fois libre dans les cieux. Derrière une colonne de fumée blanchâtre, l'engin n'était plus qu'un point à l'horizon pour les observateurs de la tour de contrôle, un point brillant, tel l'éclat d'un joyau sous le soleil. La tour de contrôle de la Ayoun suivait ses évolutions. Aux jumelles, un militaire regardait ce colosse des airs rentrer majestueusement son train d'atterrissage et s'inclinait vers la gauche en un axe de lacet et de roulis, mettant cap au sud puis au sud-est. Les 3 C-130 décollèrent quelque temps après en volant en basse altitude. Le SST de 1777 d'Air Canada avait un plein de fuel. Ses ravisseurs pouvaient se permettre de le livrer sur l'airstrip en question. Ils ne pouvaient plus se permettre, ils devaient absolument se poser dans le lieu indiqué par une intersection codée dénominée School. Insérée dans le GPS de navigation et la topographie de carte qui dévoilait tous les reliefs de terrain de la zone. Nous sommes à 1 heure de vol vers le sud-est, à plein régime de l'endroit précis, dit Grasstown. Nous devons ménager le fuel pour gérer cette approche infernale. Pousse sur le zoom du GPS pour localiser l'intersection, dit le copilote Alfredo Shinoba. J'ai de la poussière dans l'œil. Voilà, en plein désert, ce sera qui tout double. La moindre erreur et nous resterons à jamais dans cette région désertique où survivre plus que quelques jours serait impossible. Nous devons, à cette vitesse maximale de croisière, nous déplacer vers le Mali, le Tchad et la Libye. L'airstrip est indiqué par un triangle rouge-rose dans cette configuration. Tout était calme à bord. Tout le monde dormait, épuisé. Chacun n'avait plus rien à perdre ni à gagner. Le sort était favorable aux hitchhikers qui vendraient le SST et épargneraient tout l'équipage. Du moins, c'est ce qu'il disait. Rien ne pouvait plus changer les décisions inébranlables de ces brigands du ciel. Eleonora se déplaça, poussant un chariot de repas chaud. Elle jetait les plats sur les petites tablettes devant les passagers un à un, n'oubliant personne. Chacun mangea et but à satiété, goulubant. Dès qu'il fut au-dessus de School, l'avion vira vers l'est avec une telle inclinaison que les passagers poussèrent des cris d'effroi, pensant au pire. Mais la conception de cet engin pouvait le faire pencher jusqu'à 90 degrés sans risque de perdre son équilibre et de le voir décrocher. Le seul ennui fut que ces baroudeurs militaires ne dirigeaient pas comme des pilotes civils, se croyant en commande d'un jet de haute voltige. « Doucement, Joe, nous n'avons pas de masque à oxygène pour faire une telle acrobatie, lança Zorino en s'accrochant à une poignée sur la structure de l'habitacle. « Ne t'en fais pas, nous avons encore pour une demi-heure de vol, peut-être, pour être sur l'airstrip, et la nuit aéronautique commençait dans 5 minutes. » Adolfo Sanchez, une arme au poing, s'assurait de la tranquillité des passagers et jeta un regard ironique et furtif sur chaque visage, marchant le long du couloir de passage de gauche, puis tous mangèrent, se fiant à tout ce qui pouvait arriver. Les étoiles brillaient dans un ciel mauve, le soleil s'était couché depuis longtemps.
Le SST volait exactement au-dessus des frontières d'État, laissant la responsabilité d'une nation ou d'une autre, le droit de décider s'il pouvait l'abattre, entrant tantôt en Algérie puis fuir au Mali ou s'esquivant rapidement vers le Tchad puis vers la Libye. Quelque part, le triangle d'intersection rouge portant la notation School se révéla précisément sur la carte GPS, à 50 nautiques environ dans l'espace libyen. Non, se disait Curtiz, la Libye ne faisait pas de terrorisme international. C'était son relief géographique seulement choisi par ses aventuriers pour se poser facilement. Derrière le jet SST de 1777 se profilait une demi-douzaine de MiG-25 arborant les écussons aériens de la Jamahiria. Ils dépassèrent le SST en volant dans diverses directions. Greystones avait compris. La formation se révélait hostile. En plus, le Foxbat était le seul chasseur pouvant ne pas se faire distancer rapidement et avait le pouvoir de tenir les Mach 3 un certain temps et l'abattre en une chic note du pouce du commandant de cette patrouille. Un ou deux missiles RR de longue portée transformeraient le SST en une gigantesque gerbe de feu et de fumée. Alfredo chercha à entrer en communication avec les Libyens. 2 MiG se placèrent en dessous et 2 en haut de l'appareil. Les otages avaient perçu le bruit des réacteurs soviétiques. Les yeux fermés, ils attendaient la sentence de se voir dispersés en fumée. En fouillant dans les communications hertziennes, une voix décidée se déclara dans le cockpit des 2 aventuriers pirates aux commandes. « Vous violez l'espace aérien libyen, Air Canada. Nous n'avons aucun plan de vol autorisé vous concernant. Identifiez-vous immédiatement ou vous serez abattu, dit le pilote du MiG. Ici, vol SST de 1777 Air Canada. Nous avons des ennuis techniques à bord. Vol Hôtel Zulu Sierra Alpha 23 et non Sierra Alpha 20. Nous faisons un vol expérimental. On est prêt à coopérer avec vous, mon frère, dit Joe Greystones, les nerfs à rude épreuve. Ok, descendez à 8000 pieds, réduisez votre vitesse, nous devons vous escorter vers une base militaire définie, ici le commandant Al-Hadji. Affirmatif, dit Alfredo. Affirmatif, Roger, fit Joe Greystones. Bien reçu, suivez-moi, je passe devant vous, dit le major El-Hadji en désarmant le tir de visée HUD. Le MiG-25, un Foxbat aux peintures de camouflage désertique, les phares d'atterrissage allumés, dépassa le SST et se mit, l'obligeant de réduire sa vitesse et le forçant de le suivre. L'étrange convoi céleste se déplaçait à 250 nœuds. Mais l'indication de l'Airstrip School n'était plus qu'à 10 nautiques de la trajectoire de route. Joe Greystones décida rapidement. Il vidangea les réservoirs du SST. Alfredo le dévisagea d'un air terrifié. C'est le seul moyen de toucher notre prime en obligeant le SST à se poser à tout prix sur l'airstrip en question. Je vais leur dire. Commandant Joe, commande du SST de 1777 Air Canada, à chef de patrouille des MiG libyens. Nous sommes à court de fuel, réservoir vide. Commandant, si nous ne nous posons pas de suite, nous devons nous cracher. Aidez-nous, expliqua Joe Greystones. Vous jouez au petit balin, SST de 1777. Une rafale de canon mitrailleur balaya la gauche du SST sans le toucher. Une atmosphère effroyable se fit dans le jet civil. Les passagers hurlaient. Alfredo éteignit tous les feux de navigation. Seuls les phares d'atterrissage continuaient à briller dans un étrange brouillard qui s'est élevé. D'autres salves de canons ébranlèrent le ciel à droite d'Alfredo qui sursauta. Non, les chasseurs libyens ne blaguaient plus du tout. Ils étaient en mesure d'appliquer cette terrible loi de l'air. C'est vrai, Libyen, regarde toi-même, les moteurs s'arrêtent. En effet, le SST, n'ayant plus de kérosène, volait maintenant en planant. Le bruit de sa machinerie s'estompait doucement. S'approchant des réacteurs, El-Hadji distinguait en volant le plus près possible qu'ils étaient éteints. Il donna des ordres et des jurons en arabe. L'airstrip n'était plus qu'à 7 nautiques. « Ok, Air Canada, posez-vous immédiatement. » Joe Greystones inclina le nez du SST de 1777 vers le bas. L'altitude ne cessait de baisser. Il chercha à prendre le plus possible de vitesse afin de ne pas décrocher. Devant eux, Alfredo et lui-même, les nuages s'étaient dissipés, mais ils discernaient peu de choses en dessous. Aucune lueur, aucune lumière, aucun feu de piste. Nous allons nous guider à l'aide du GPS en zoomant plus ou moins pour voir l'orientation d'une piste de fortune, assez longue mais sans aucune infrastructure. En approche, à 2000 pieds, la procédure était initiée. Les volets sortis complètement faisaient chuter la vitesse à 180 km. Les aérofreins placés surarmés et déjà les trains sortis. Le SST de 1777 se déplaçait vers le sol rapidement. « Vite, Alfredo, donne-moi l'altitude à gel du lieu d'impact des roues. »« Oui, tout de suite, commandant. 1405 FT, Fitz, pied. »
dit Alfredo, le regard rivé sur le sol qui approchait dans la nuit. Moins de 600 pieds. Nous sommes trop bas, mais bien accrochés sur le cap de piste. Fais l'arrondi maintenant, doucement, vitesse 150 km. C'est trop rapide, nous allons freiner trop vite en l'air. 1500 pieds négatifs dans la vitesse verticale, Joe. Ok, tire doucement, pas plus de 5 degrés d'arrondi, dit Joe Grastow. Les pneus arrière se posèrent avec force. Un bruit se fit entendre léger, puis le train avant se posa sans encombre. Le SST roula avec violence sur un sol de poussière. Il vibrait de partout méchamment. Pourtant quelque chose le faisait bouger de gauche à droite, mais il restait stable sur sa lancée et sa trajectoire. De violents bruits se faisaient entendre. Tous les passagers se protégeaient la nuque, les bras sur la tête, entre les genoux. 100 puis 80 et 70 Grastown et Cinnabar freinaient en poussant vers l'avant sur le palonnier. Puis le monstre de métal s'enlisa, soulevant une nuée de sable du désert, et des cris puissants s'élevèrent dans toute sa carlingue, tanguant avec une force tantôt vers la gauche et vers la droite, en freinant à donner des nausées. Tout le monde applaudissait. Bon sang, Grastown, dit Alfredo. Nous avons réussi. Nous sommes sur l'airstrip. Regarde, les MiG s'éloignent là-bas dans le ciel. Zorino détacha sa ceinture de sécurité. La lumière revenait dans tout l'appareil. Il alluma un cigare. Son regard glacial s'était changé en quelque chose de plus jovial. « Bingo !» dit-il en claquant des doigts de sa main levée en l'air. Joe poussa sur un bouton près de la manette des gaz. Il ouvrit les portes extérieures. L'organisation pour laquelle travaillaient ces drôles d'oiseaux n'allait pas tarder à se manifester. Cela était vrai. Ils étaient sur l'airstrip. Quelque chose avait réussi. Les yeux fixes de Zorino Cortez brillaient de satisfaction. Tout ce qu'avait entrepris Cortez dans sa vie en cet instant aboutit. C'était une renaissance, une reconnaissance particulière qu'il vouait au culte de la nature. En cet instant, Zorino goûtait une satisfaction intense. Son inconcevable tentative, mais aussi son dernier coup de poker, avait réussi. Cette aventure qu'il pensait aller vers la fatalité se changeait incompréhensiblement en une part d'héroïsme. El Tiburon, jouant sa dernière carte et visant le paquet, avait gagné. Il resta un instant pensif, les jambes clouées à son siège, attendant un bref signe de quelque chose qui allait lui faire obtenir des millions de dollars. Refaire sa vie en lui plus paisible possible, et surtout se venger de la cruauté d'une société qui lui avait dérobé son enfant. Eleonora fit le geste qu'il attendait. Elle posa sa main sur son bras, souriante. « Je crois que c'est dans la poche, commandante, » fit-elle. Les passagers et otages quittèrent l'appareil au sol. Ils sautaient sur le sable, l'un après l'autre, se souciant de se faire mal en tombant. Mais en cet instant, ils n'avaient plus le choix de rester dans ce qui aurait dû être leur tombeau. Alexandre Marivaux marchait devant le groupe, le regard accablé. Son second Victor ne pipait mot. Ils avaient tous une même vision des choses. Nous aurions pu y rester une bonne fois pour toutes, mais ils préféraient vivre l'instant, ce moment de retour de leur existence. Où étaient-ils donc? En Libye? Non, certainement pas. Ces lieux étranges éclairés par des feux de fortune, c'était un no man's land, une région frontalière. Sur ordre de Cortez, tout le monde fit halte. Ils étaient à 800 mètres de l'appareil, figés au sol. Les roues du train d'atterrissage ensablées sous son poids. Les roues s'étaient visiblement enfoncées à demi. Un vent frais soufflait. Ils poussèrent des cris. Des convois motorisés approchaient. Le squale, Zorino, jeta un regard vers sa montre. Il tira une petite bouteille de whisky et goba quelques gorgées à la hâte, rejetant sa tête en arrière et marchant titubant dans le sable. Il faisait nuit. Antoine Tidjane tenait une mitraillette en bandoulière, jeta quelques munitions vers Adolfo, celui-ci